Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'as un site WordPress, t'as un thème WordPress, mais t'as pas envie de payer un coaching avec moi pour l'optimiser. Dans cette vidéo, je vais te présenter une trentaine de problématiques et de sous-optimisations que je rencontre régulièrement quand je fais des coachings. Mais avant ça, je vais te présenter Rocket Links, qui est le sponsor de cette vidéo. Si tu ne connais pas encore, Rocket Links, c'est une plateforme historique qui a été créée il y a une quinzaine d'années, en 2010, et qui va te permettre, si tu es annonceur, d'acheter des liens sur des sites, et si tu es éditeur, de vendre des liens sur tes sites et donc de les monétiser. Donc Rocket Links, comme je t'ai dit précédemment, ça a été créé en 2010, c'est vraiment une plateforme historique, il y en a beaucoup qui ont fermé, mais Rocket Links c'est toujours là, et c'est une des plateformes qui est encore dans le top 3 des plateformes sur lesquelles je vends le plus d'articles sponsorisés. Bref, côté annonceur, vous voyez les chiffres sont énorme, plus de 210 000 articles sponsorisés, plus de 150 000 blogs et sites de presse. Peu importe vos critères de recherche en termes de typologie de sites, que ce soit des petits sites, des petits blogs, des médias, des annuaires, des blogs, enfin des sites thématisés, des sites un peu plus généralistes, ils ont. Peu importe les thématiques, ils couvrent toutes les thématiques classiques et demandées, et tout ça dans tous les pays. Vous trouverez forcément des sites qui correspondent à vos besoins. Chez Rocket Links, vous pouvez acheter des liens sur des articles sponsorisés qui vont être rédigés spécialement pour votre projet, mais vous pouvez aussi acheter des liens sur des articles qui sont déjà existants, donc qui ont déjà du trafic potentiellement, et donc qui ont déjà une confiance auprès de Google. Vous pouvez aussi faire de la location de liens sur des pages d'accueil ou ce qu'on appelle site-wide, c'est-à-dire sur toutes les pages d'un site. Alors Rocket Links a développé beaucoup de solutions qui sont dédiées aux annonceurs pour gagner du temps, puisque vous imaginez bien qu'avec autant de sites et autant de blogs et autant de critères, ça peut être un petit peu compliqué parfois de trouver des sites qui correspondent exactement à nos besoins, vu la quantité de données. Donc ils ont développé plein d'outils et plein de solutions comme Rocket Links IA, qui est un moteur de recherche qui est dopé à l'intelligence artificielle. Et ils ont mis aussi en place des workflows, des alertes, une extension que vous pouvez utiliser pour votre navigateur, qui vont vous permettre de gagner du temps tout en conservant une pertinence assez élevé. Donc je vous laisse aller voir, je vous mettrai le lien juste sous la vidéo, c'est rocketlinks.com. Et si vous souhaitez les contacter, voilà, vous pouvez cliquer directement ici. On arrive à la 6e partie de cette série, de cette finalement de cette formation. Je vous mettrai le lien juste en dessous, hein. Vous pouvez retrouver les 5 autres vidéos. La dernière vidéo, on parlait de trouver des sujets facilement quand on fait de la vente de liens. Donc aujourd'hui, on va parler d'optimisation de thème WordPress, donc optimisation de thème WordPress et optimisation SEO, hein, c'est très lié. Je ne vais pas détailler plus que ça certaines optimisations SEO, puisque j'avais fait une vidéo avec une checklist avec une quarantaine de points, je crois que c'était la partie 4, la partie 3, la partie 4, c'est pareil, vous pourrez la retrouver dans la description ou en cherchant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelque chose de très simple que vous ne faites jamais, c'est de tester au niveau de votre thème si vous pouvez naviguer donc d'une page à l'autre, d'une URL à l'autre de votre site, avec le JavaScript désactivé. Donc moi j'utilise l'extension Web Developer, qui est une vieille extension, mais qui est géniale pour plein de choses, dont ça, qui vous permet de désactiver le JavaScript en 2 clics. Donc l'idée c'est de se dire, mon thème, pour qu'il soit optimisé pour le crawl, on va partir du postulat que on doit pouvoir naviguer en cliquant sur n'importe quel lien sans avoir le JavaScript d'activer. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de chargement en Ajax, ça veut dire qu'il n'y a pas de liens qui sont créés à la volée en JavaScript. Donc c'est des liens classiques HTML. Et parfois, visuellement, ça ressemble à ça, sauf que quand on désactive le JavaScript, y a plein de choses qui apparaissent plus ou qui ne sont plus cliquables ou crawlables. Donc l'idée, c'est vous désactivez le JavaScript et ensuite vous naviguez dans les différents liens du menu, vous testez les différents liens de la sidebar, du footer, enfin tous les liens que vous avez, et bien sûr le maillage interne et les éventuellement maillage interne in-text que vous avez fait manuellement et le maillage interne qui va être automatique au centre de l'article. Voilà. Quand je dis au centre de l'article, c'est quand on enlève le footer, la sidebar et le header. C'est vraiment la zone chaude de l'article. Donc ça, c'est un premier point que vous ne faites pas beaucoup. Il y a voire jamais, il y a des surprises. Vraiment, des fois, il y a des surprises. On va en parler juste après.
Deuxième point, ça on l'avait évoqué dans la partie optimisation SEO, mais je le remets ici parce que ça peut être lié aussi au thème, hein. La rapidité, c'est pas forcément lié qu'au thème, mais ça peut l'être. Ça peut être lié aussi au serveur. Il doit être rapide à charger pour l'internaute et les moteurs. Donc, il y a deux outils qui sont gratuits que vous pouvez utiliser pour ça, donc Google PageSpeed, où vous allez pouvoir tester. Moi, ce que je vous conseille de tester, c'est les principaux templates, donc page d'accueil, taxonomie, donc ça peut être catégorie, auteur, généralement c'est les mêmes pages, en tout cas c'est la même page qu'il y a derrière, et le template article. Et l'idéal, alors peut-être page d'accueil on met un petit peu de côté parce que généralement c'est une page qui est un petit peu particulière, souvent elle est un petit peu plus lourde parce qu'il peut y avoir des sliders, il peut y avoir un peu plus d'infos, mais l'idéal dans Google PageSpeed c'est d'être au moins dans le vert, voilà, dans le vert en desktop et en mobile. Je schématise, après si vous voulez plus d'informations on pourra en discuter dans les commentaires en dessous. Autre point que personne ne regarde, ou c'est assez rare, c'est la partie statistique d'exploration dans la Google Search Console. Donc c'est dans la rubrique paramètres. Et en fait, ce sont des stats assez générales sur le crawl de Google. On n'a pas forcément toutes les infos, hein, mais en tout cas, on a quand même des infos. Et donc, on a une vision globale du nombre de crawls et surtout de la vitesse de chargement des pages. Alors, c'est la vitesse de chargement du crawler dire historique. Il n'y a pas de rendering. C'est grosso modo pour afficher, je dis pas de bêtises, hein, c'est pour afficher juste le code source. Voilà. Donc c'est comme si je faisais CTRL U, où il veut lire un fichier CSS, donc il lit le fichier CSS, mais il n'y a pas d'exécution de JavaScript ou ce genre de choses-là. Ça donne une bonne indication aussi sur la manière dont crawl Google déjà, et si vous êtes rapide ou pas. Généralement, ce qui se dit, alors je vais parler sur des blogs classiques, hein, pas forcément des sites qui font du Discover, pas des sites comme Amazon et tout ça, mais ce qu'on recommande, c'est d'être en dessous de 500 millisecondes. Voilà. Donc Google PageSpeed plutôt dans le vert, ça sous les 500 millisecondes. Normalement, vous n'êtes pas trop mal. Il y a encore des pistes d'optimisation après. Ça s'arrête pas là si on va aller plus loin. Surtout après si on veut faire du Google Actu, si on veut faire du Discover, etc. Mais déjà sur ces deux points-là, si vous êtes en vert et sous les 500 millisecondes, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, il va y avoir des recommandations ou des problématiques en doublon hein, sur chaque template. Moi, j'ai divisé la vidéo en 3 templates. Donc, la page d'accueil, donc c'est ce que j'appelle index.php. Un petit disclaimer parce que index.php sur les sites classiques, généralement, c'est la page qui va gérer la page d'accueil, et donc tout va être dedans, sauf que sur des thèmes un peu plus complexes, des fois c'est pas du tout géré dans index.php, il y a des includes, il y a d'autres pages, bref, en tout cas je vous mets index.php pour que ce soit clair sur du thème basique, mais ce sera pas forcément ce fichier là en particulier, mais c'est juste pour que vous compreniez que c'est la page d'accueil. Donc un seul H1, titre principal, donc le titre principal de la page. Voilà, ça doit être le H1 et il doit y avoir que lui. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a beaucoup d'éditeurs de thèmes en fait qui mettent le logo, qui mettent la baseline en haut en H1 et du coup le titre principal de la page, peu importe que ce soit la page d'accueil ou une page article, une page taxonomie, le vrai titre de la page c'est le deuxième H1 alors que normalement ça devrait être le premier H1. Donc ça c'est une erreur classique qu'on retrouve sur pas mal de thèmes, surtout des thèmes gratuits ou vraiment pas chers. Au niveau de la page d'accueil, moi ce que je vous conseille, si vous avez, on va dire, un affichage classique, genre un affichage de blog ou même un peu média, mais avec différents blocs peut-être, mais en tout cas les articles, le titre des articles doit être affiché en H2 pour conserver une cohérence. Donc on a le H1, le titre principal, et en dessous on a le H2 si on a directement des articles. Après, si vous mettez des blocs, si vous faites différents blocs, par exemple les derniers articles de ma catégorie 1, donc ça va être un H2, et le titre des articles il va être en H3. En tout cas, il faut juste garder en tête qu'il faut garder une cohérence dans les niveaux de sous-titres.
Afficher au moins une quarantaine d'articles. Alors ça, c'est à titre indicatif, mais c'est pour que vous compreniez que, en tout cas moi, la manière dont je fais, c'est que j'essaye d'afficher un maximum d'articles sur la page d'accueil, aussi sur les pages catégories et taxonomie d'une manière plus générale. La page d'accueil, c'est la page généralement la plus puissante du site en termes de jus. Donc autant qu'elle redirige, qu'elle renvoie un maximum de jus au plus d'articles ou de liens, en tout cas de pages importantes du site. Voilà. Donc vous pouvez afficher qu'une trentaine, vous pouvez afficher une cinquantaine, tout ça, voilà, ça va être aussi dépendant des performances du site, c'est-à-dire que si vous passez à 50 articles et que les performances se dégradent énormément, il va peut-être falloir en afficher moins tant que vous n'avez pas compris pourquoi le thème ou le serveur est un peu lent quand il y a trop d'articles qui sont affichés. Ensuite, il y a vraiment une question d'optimisation du maillage interne parce que si vous analysez en détail, vous allez voir que vous avez des doublons, voire des liens en triple ou en quadruple, donc qui pointent vers le même lien avec des encres qui sont pas forcément, qui sont différentes et qui sont pas forcément optimisées, des liens qui servent à rien, qui poussent des pages qui sont pas importantes. Donc suppression du maillage interne inutile. Alors, par défaut, quand on affiche les derniers articles, par exemple sur sa page d'accueil, on va avoir le titre de l'article, on va avoir l'image, éventuellement une brève description, et souvent on a aussi lire la suite. Donc on a un lien sur le titre de l'article, on a un lien sur l'image, et on va avoir un lien sur lire la suite. Donc le lien sur lire la suite, globalement, il ne sert strictement à rien. Voilà, c'est un troisième lien qui pointe vers la même URL, en plus avec une encre désoptimisée. En plus, c'est le troisième. Bref, aucun intérêt. Donc ça, c'est ce genre de lien-là qu'il faut supprimer pour que finalement, le jus qui soit redirigé sur les pages, il soit moins dilué. Voilà. On va essayer d'être un minimum chirurgical au niveau de la puissance qui est transmise aux autres pages internes. Lien vers la page auteur, généralement, sur la page d'accueil, ça sert strictement à rien. Voilà, ça va envoyer du jus sur la page auteur, qui n'a pas forcément une vocation à ranker. Et en plus, si vous affichez 30 articles, on va dire 40 articles, et que c'est 40 articles qui ont été rédigés par la même personne, vous allez avoir 40 liens vers la page auteur, la même page, et ça n'a aucun intérêt. Idem, lien vers la date. Alors ça, il y en a de moins en moins, mais il y a des thèmes par défaut qui affichaient la date et qui faisaient un lien vers la taxonomie date. C'est-à-dire qu'on pouvait retrouver tous les articles qui avaient été publiés en janvier 2025, en février 2025, etc. etc. Ça, c'est typiquement ces genres de pages qu'on n'utilise même plus dans 99% des cas. Donc il faudrait carrément les désactiver. En plus de ça, voilà, on se retrouve avec la même problématique que les auteurs. On a des liens qui sont faits X fois vers la même URL qui n'a pas de vocation de ranking. Ou pire que ça, en fait, c'est parfois les liens sont conservés, c'est désactivé dans l'extension SEO. Et l'extension SEO fait une 301 vers la page d'accueil. Donc on a des liens qui sont faits vers une page, donc une catégorie, une taxonomie auteur qui n'existe pas et qui est redirigée en 301 vers la page d'accueil. Voilà, c'est totalement inutile. Lien vers la catégorie, c'est pareil, généralement il n'y a pas besoin. Le lien dans les catégories, on l'a déjà dans le menu. Les catégories, la plupart du temps, on n'a pas envie de les pousser sur un site WordPress, les pousser dans le sens où elles sont linkées dans les menus, généralement elles sont linkées dans le fil d'Ariane. On n'a pas besoin en plus de les pousser sur la page d'accueil parce que les catégories n'ont pas forcément vocation à ranker. Voilà, sur des blogs, ce qui rank, la plupart du temps, ce sont les articles. Voilà. Alors, suppression du lien sur l'image. Donc ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Il y a certaines personnes, il y a deux écoles là-dessus. Il y a certaines personnes qui gardent le lien sur le titre de l'article et qui gardent le lien sur l'image. Ça permet d'avoir en fait deux liens, donc deux liens avec des typologies différentes, un lien texte et un lien image, donc deux encres différentes, donc le titre et l'attribut alt de l'image, ce qui peut permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'optimisation. Et il y en a certains qui dégagent directement, tout simplement le lien sur l'image. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai tendance à laisser le lien sur l'image. J'aime bien. Et en plus... ça permet de varier les encres
Et les images, elles sont considérées un petit peu différemment au niveau des liens. Donc pour moi, c'est quand même un plus. Et des fois, c'est très compliqué en plus de supprimer ce genre de lien-là sur le thème. Donc quand vous aurez besoin de faire de l'optimisation là-dessus, il va falloir soit retoucher les fichiers, donc il faudra créer un thème enfant, ou soit c'est paramétrable, donc il faudra aller dans le back-office de l'administration de votre thème et voir si vous pouvez désactiver ou ajuster certains paramètres. Alors si possible, on va mettre du contenu contextualisé avec un maillage interne vers les articles à pousser. Donc je mets les articles, mais ça peut être aussi des pages, ça dépend de votre manière de fonctionner. On va dire les URL les plus importantes du site. C'est un peu comme ce qu'on va voir après, le texte descriptif sur les rubriques, sur les catégories. Typiquement, on peut avoir aussi ça sur la page d'accueil. Ça va permettre de pousser de manière statique les URL les plus importantes avec les encres qu'on a choisies et ça peut être contextualisé au niveau du maillage interne. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal, contrairement à toutes les solutions de maillage interne optimisées où on n'a pas forcément la main sur les encres, on n'a pas forcément la main sur le choix des liens, etc., etc. Donc, si vous avez la possibilité de rajouter ce petit texte-là avec quelques liens vers les pages les plus importantes, ça peut être intéressant. Ce que j'aime bien faire, moi, en sidebar, alors quand le site a une sidebar, si vous n'avez pas de sidebar, vous pouvez créer un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez le mettre en footer. Alors après, plus c'est haut, mieux c'est, entre guillemets. Mais souvent, quand j'ai une sidebar, donc déjà la sidebar, je la mets à droite. Je la mets à droite parce que tous les liens finalement qui sont à droite, s'il y a eu des liens, ça arrive d'avoir des liens en doublon, même si l'idée c'est de faire la chasse aux liens en doublon. Comme il y a du maillage interne qui est automatique, ça peut être en doublon avec d'autres extensions déjà automatiques et avec le maillage interne qui est fait manuellement in text. Donc ce que je vous conseille, en fait, c'est c'est pas ce que je vous conseille, mais pour prioriser l'encre du lien que je vais faire in text, c'est-à-dire dans le contenu, dans le contenu de l'article, le lien que j'ai fait à la main, pour le prioriser, je veux pas qu'il y ait un autre lien plus haut dans le code qui pointe vers la même page, qui pointe vers la même URL. Et ça peut arriver avec tout ce qui est automatique, les maillages internes automatiques. Donc ce que je fais, c'est que je mets ça dans la sidebar sur la droite, donc ça sera forcément, dans le code source, plus bas que le lien que j'aurais fait à la main. Voilà. Donc les articles les plus lus, j'utilise WordPress Popular Post. Donc c'est une extension WordPress qui est gratuite, qui va permettre d'afficher les articles qui ont été le plus visités. Alors attention, par défaut, elle affiche ça en Ajax. Donc c'est-à-dire que si vous désactivez le JavaScript, c'est pas affiché. Donc moi je vous conseille de désactiver la fonctionnalité Ajax. Et l'autre point, c'est que c'est une extension qui peut prendre quand même des ressources. Voilà, parce qu'à chaque visite, il y a un appel qui est fait. Donc du coup, ça peut prendre des ressources surtout si vous avez un petit serveur ou beaucoup de visites. Donc ce que je vous conseille, c'est vous avez une option qui permet de faire du sampling, c'est-à-dire que il n'y a pas une requête qui est faite à chaque visiteur, c'est échantillonné et ça permet de consommer moins de ressources. Dans tous les cas, je vous le redis, toutes les optimisations que je vous donne, il faudra refaire des tests sur Google PageSpeed. Il faudra suivre par exemple sur les statistiques d'exploration sur Search Console, mais il faut vraiment qu'il y ait ce suivi-là qui soit fait quand vous mettez en place des choses. Donc, on n'affiche pas les derniers articles comme ils sont déjà dans le contenu principal de la page. Ça peut paraître logique, mais par défaut, il y en a plein qui le font. C'est-à-dire qu'on a les derniers articles dans le centre de la page et les derniers articles dans la sidebar. Donc, c'est totalement inutile, les liens ils sont en double, aucun intérêt. En sidebar ou en footer, moi j'aime bien mettre à la main les articles que je veux pousser, donc toutes catégories confondues. Vraiment les pages vraiment importantes en SEO, j'aime bien les rajouter. Par exemple, ça peut être sous forme de liste à puces.
Ça peut être un peu contextualisé, mais dans le footer, en sidebar, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour le coup, on fait la chasse au doublon, comme je vous l'ai dit. Si vous avez ajouté un contenu contextualisé, voilà, c'est ce que je vous ai mis tout en bas à gauche là, du tableau, c'est possible qu'on se retrouve avec un doublon à ce niveau-là. Si vous avez la possibilité, vous l'enlevez sur la page d'accueil, donc ce qui est en sidebar ou en footer. En revanche, si vous n'avez pas la possibilité de choisir où sera affiché ce widget-là, mais normalement, il n'y a pas de souci avec widget option, on en parlera un petit peu plus tard, vous pouvez désactiver cette partie-là. Donc en sidebar, en footer, vous n'affichez pas les liens, enfin les URL les plus importantes. Moi j'ai mis article à pousser, mais ça peut être autre chose. Vous n'affichez pas pour éviter les doublons. Après, si c'est pas des doublons, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. En bas de la page d'accueil, moi j'aime bien avoir la présence de liens vers la page contact, mention légale, politique de confidentialité, les liens classiques, on va dire légaux, de réassurance, etc. etc. À propos, l'équipe, je fais plus ça dans le cadre de sites orientés Discover, voilà, avec Discover, Google Actu, etc. Plan du site. J'aime bien le linker depuis la page d'accueil. Si c'est possible, je link que depuis la page d'accueil. Ça sert à rien de lui donner beaucoup de jus. Il n'a pas vocation à ranker. Il va se retrouver avec énormément de liens, donc même si on lui donne beaucoup de jus, ça va être très dilué. Par contre, voilà, ça peut avoir son importance pour diminuer la profondeur de clic. Ça peut avoir son importance aussi pour faire du maillage interne. Un rédacteur, il peut se baser par rapport à ça. Bref, il peut y avoir des intérêts. Moi, je laisse toujours le plan de site. Il y en a un sur tous mes sites. Si possible, je link que de la page d'accueil. Voilà, donc là, on a fait un tour général, global, sur les optimisations principales de la page d'accueil. Alors bien sûr, si vous avez un logo, il faut essayer d'optimiser au moins l'attribut alt du logo. Fil d'Ariane, si vous pouvez le désactiver sur la page d'accueil, désactivez-le parce qu'il n'y a pas vraiment d'utilité comme on est sur la première page. Il y a d'autres optimisations dans lesquelles on pourrait discuter. Je vous invite, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires et on en parlera. Mais grosso modo, là, vous avez les principales optimisations et les principales problématiques que j'ai rencontrées avec beaucoup de coachés. Ensuite, la page archive.php, donc je vous le redis, peut-être que certains prendront la vidéo à partir d'ici. Je parle d'archive.php, ce que je veux parler c'est de taxonomie, donc c'est les catégories, c'est les auteurs, c'est éventuellement les pages d'archives date. Tout ça c'est le même template, donc soit c'est géré dans le fichier archive.php si c'est un thème classique, soit c'est géré dans un autre fichier si c'est un thème plus complexe. Ou bien sur certains thèmes vous pourrez carrément toutes les options en fait seront gérables depuis le back-office. Donc même principe, un seul H1, donc le titre principal, voilà, pas de plusieurs H1, surtout pas la baseline ou le logo. Si possible, on fait une description de la catégorie avec des liens internes. Donc dans le back-office WordPress, par défaut, vous avez la possibilité de renseigner du contenu au niveau de la catégorie. C'est pas forcément affiché. Donc ça, il faudra modifier le fichier ou le fichier PHP, ou bien l'activer dans votre thème, c'est tout. Modifier le fichier PHP ou le modifier dans votre thème. À partir de là, voilà, vous allez pouvoir créer un contexte. En fait, qu'est-ce que ça doit résumer, ce texte-là? C'est un internaute qui arrive directement sur la catégorie. Qu'est-ce qu'il va trouver comme article, comme thématique, comme conseil, etc., etc. Et tout ça, ça va vous permettre de faire des liens internes, plus ou moins contextualisés. En tout cas, ce n'est pas des liens structurels, ce sera des liens qui sont contextualisés parce que c'est dans le cadre d'un paragraphe qui pointe vers les pages importantes, alors plutôt de la catégorie. Voilà, si possible, on va linker, moi c'est ce que j'aime bien faire, des articles de la catégorie. Ensuite, titre des articles en H2, donc c'est la même reco que la page d'accueil. Ça, c'est si vous avez un fonctionnement classique avec les derniers articles publiés, voilà, un affichage de type blog. Après, si vous avez des blocs un peu comme la page d'accueil, je vous le redis, vous pouvez faire H3. Si vous voulez faire des parties,
H2 avec partie 1, et ensuite tous les articles qui sont liés à cette partie-là en H3. H2, voilà, partie 2. Ensuite, tous les articles en H3, mais d'une manière générale, sur les catégories, c'est beaucoup moins fréquent. Donc par défaut, on a les titres des articles en H2. Suppression du maillage interne inutile, donc idem, le lire la suite, on le supprime, lien vers auteur, on supprime, et lien vers la date, on supprime, lien vers la catégorie, on supprime, typiquement, lien vers la catégorie, vous affichez une quarantaine d'articles, vous allez avoir 40 liens internes vers la catégorie, donc la propre page, si vous affichez 40 articles. Voilà, ce qui est totalement inutile. Donc il faut vraiment faire la chasse au maillage interne, en tout cas aux liens qui sont totalement inutiles. Suppression du lien sur l'image, donc je le redis pour celles et ceux qui prennent la vidéo en cours, il y en a qui préfèrent mettre uniquement des liens sur le titre, c'est-à-dire le H2 de l'article, et supprimer le lien sur l'image. Il y en a qui préfèrent les deux. Moi, je préfère garder les deux, tout en sachant que j'optimise l'attribut alt de chaque image. Donc, il y a un vrai potentiel, voilà, il y a une vraie démarche derrière d'avoir deux liens avec deux encres différentes, grosso modo. Donc, affichage de beaucoup d'articles, au moins une quarantaine. Donc, tout ça sous réserve des performances. Vous pouvez en afficher 30, vous pouvez en afficher 50. Au-dessus de 50, ça commence à faire beaucoup, 50-60. Mais je vous le redis, l'idée, c'est que ces pages-là, qui sont généralement puissantes, en tout cas, on va parler des catégories, elles sont généralement puissantes parce qu'elles ont beaucoup de maillage interne, via le menu, via le fil d'Ariane. L'idée, c'est qu'elles redirigent, qu'elles retransmettent un maximum de leur jus sur un maximum d'articles. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'en afficher beaucoup pour que voilà, ça se transmette. Et bien sûr, je ne l'ai pas écrit, mais il faudra une pagination pour passer sur la page 2, la page 3, la page 4 de la catégorie, afin que voilà, le jus il se transmette aussi par là. Bien sûr, il faudra vérifier qu'au niveau des paginations, il n'y ait pas de canonical qui redirige sur la pagination, la catégorie, enfin la page 1 en fait. Il faut vérifier que ce ne soit pas en no-index, etc., etc. Alors attention, si vous affichez actuellement sur votre blog, je ne sais pas, une dizaine d'articles par catégorie et que vous avez beaucoup de catégories, vous avez beaucoup d'articles, donc vous allez avoir beaucoup de pagination. Si vous passez de 10 à 40, donc il va y avoir beaucoup moins de pagination. Vous allez peut-être passer de, 15 pages de pagination à peut-être, 7 ou 8, ou 6 ou 7. Du coup, vous allez avoir, dans un premier temps, beaucoup de 404. Voilà. C'est-à-dire que les pages de pagination, la catégorie, la 9e page, la 10e page, la 11e page, elles n'existeront plus, puisqu'il n'y aura pas assez d'articles pour aller jusqu'à là, comme on en affiche 40 au lieu de 10. Donc faites attention à ça quand vous augmentez le nombre d'articles. Si vous avez vraiment beaucoup d'articles, ça peut faire beaucoup de 404. Donc il faut peut-être y aller de manière progressive pour ne pas saturer d'un seul coup Google par rapport à ça. Donc si vous êtes à 10, passez peut-être à 20. Donc vous allez avoir un petit peu de 404, vous lui laissez digérer et ensuite voilà, vous passez à 30 et éventuellement à 40. En sidebar, ce que j'aime bien faire, c'est afficher les articles les plus lus de la catégorie. Donc j'utilise WordPress Popular Post toujours et widget option. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un widget WordPress Popular Post par catégorie. Donc le widget WordPress Popular Post, je vais dire, tu affiches les articles les plus populaires sur les 30 derniers jours de telle catégorie. Voilà, un autre widget pour l'autre catégorie, etc., etc. Et widget option, en fait, ça va me permettre de dire, ça rajoute des options en fait sur les widgets, et ça va me permettre de dire, ce widget-là, tu l'affiches uniquement dans telle catégorie, celui-là uniquement dans telle catégorie. En fait, ça permet vraiment de faire du maillage automatique qui va pousser les articles qui sont le plus lus. Donc ça, c'est intéressant de continuer de leur donner du jus ou de leur donner du jus tout court. Ça peut être des articles récents. Et ça va permettre aussi de garder une sorte de pertinence au niveau des liens.
parce qu'on est dans la même catégorie. Et il y a aussi cette approche un petit peu siloing où je vais linker que les articles qui sont de la même catégorie. Donc théoriquement, si c'est une catégorie qui n'est pas trop généraliste, on va avoir quand même des sujets des articles qui tournent tous autour du même sujet. On est plutôt bien au niveau de la pertinence des liens. Articles les plus lus, ça c'est plutôt dans le cadre de... Donc, les plus lus de la catégorie, si on est dans une catégorie. Après, si vous êtes dans une taxonomie auteur, par exemple, on va afficher les articles les plus lus tout court. En fait, c'est comme la page d'accueil. Là, sur une taxonomie auteur, on n'est plus dans une rubrique, on est dans une page en fait qui est parallèle. Donc là, l'idée, ça va être d'afficher les articles les plus lus aussi pour que ça les pousse aussi de ce genre de page-là qui finalement a quand même du poids parce que les pages auteurs, elles vont être linkées de tous les articles du site. Voilà. Ensuite, en sidebar, on n'affiche pas les derniers articles comme ils sont déjà dans le contenu principal de la page. Alors d'une manière générale, moi, voilà, sur archive, j'en affiche pas. Sur les catégories, voilà, ça n'a pas de logique de doubler les articles qui sont déjà affichés dans le cœur de la page. Après, sur la page auteur, on pourrait se dire, oui, on pourra afficher les derniers articles, mais vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de doublons, à part si vous avez énormément d'auteurs. Mais d'une manière générale, si vous avez 1, 2 ou 3 auteurs, vous allez avoir des doublons en fait sur ce qui est ce widget-là et sur ce qui est affiché au centre. Donc par défaut, moi, j'affiche pas les derniers articles sur ce genre de typologie de page. En footer, toujours la même chose, les articles à pousser qui sont écrits en dur. Alors j'ai mis footer, mais ça peut être aussi en sidebar, si vous avez la possibilité de le faire en sidebar. Ça peut faire doublon avec les articles les plus lus de la catégorie parce qu'il peut y avoir une vraie logique. À ce que les articles les plus lus ce soient ceux qu'on veuille pousser. Mais après, on peut pas en fait supprimer totalement les doublons à partir du moment où on a du maillage interne automatique via plusieurs extensions. Voilà. Déjà, les différentes extensions, elles sont pas reliées entre elles, donc elles peuvent créer de temps en temps des doublons. Et en plus, voilà, ce qu'on met en dur, ce qu'on écrit en dur, et par exemple, ce qui est ressorti par WordPress Popular Post, ça peut être en doublon. Mais globalement, si vous avez juste ça qui est en doublon, si tout le reste est nickel, c'est pas trop grave. Surtout par rapport à tout le temps que ça demanderait s'il fallait checker, mettre à jour les liens, etc., etc. Donc voilà, par défaut, les pages qui sont vraiment importantes, voilà, je les écris en dur et je les pousse, sur toutes les pages du site, voilà, même si ça ne respecte pas strictement le siloing, etc. Je vous ai mis entre parenthèses présence de liens vers la page contact, mention légale et tout ça. Par défaut, elles sont affichées partout. Ces liens-là, ils sont affichés, ce widget-là va être affiché partout. Si vous avez la possibilité de le désactiver sur certaines pages, pourquoi pas. C'est-à-dire que moi, la page d'accueil, je le mets, c'est important. Et sur la page d'accueil, je mets uniquement le plan de site. Enfin, en tout cas, quand c'est possible de le gérer comme ça, parce qu'avec certains thèmes, c'est un peu compliqué. Sur la page article, je vais mettre exactement la même chose que sur la page accueil, donc toutes les mentions sauf le plan du site. Et après, si j'ai la possibilité de le désactiver sur ce genre de page-là, donc les rubriques ou les pages auteurs, je le fais parce que c'est pas forcément des liens qui seront cliqués, ils vont être très bas, il y a beaucoup d'articles qui sont affichés. Je pense au niveau EAT, etc. Si c'est sur la page d'accueil, il y a au moins les articles, ça suffit. Donc si vous avez la possibilité de les désactiver, vous pouvez le faire. Après, c'est dans le cadre d'optimisation un petit peu secondaire. Et alors le dernier point qui est le template article. Alors ça, c'est le plus important pour moi. Alors tout est important sur un site, il faut voir ça d'une manière macro. Mais le plus important, ça reste quand même le template article puisque c'est celui qui est censé ranker.
Voilà, sur un blog, c'est les articles qui rankent, c'est pas les catégories, et généralement c'est pas la page d'accueil, sauf si on a voilà, développé une marque, mais dans la plupart des sites que je vois et que je gère, c'est la taxonomie, enfin c'est pas la taxonomie, c'est le type voilà, d'article, enfin la typologie article qui rank. Donc, première chose, au niveau du header HTML, moi ce que je fais, c'est que je mets microdonnées news article plus balise Open Graph. Tout ça, c'est géré avec Yoast. Alors, news article, pourquoi ? Parce que ça va rajouter des informations quand même complémentaires que Google est capable de lire, qui ne sont pas forcément affichées sur la page. Et ça faisait partie des recos quand on voulait faire du Google Actu ou du Google Discover. Je ne sais plus si c'est vraiment encore d'actualité. En tout cas, moi, j'ai des sites qui rankent sans les microdonnées news articles. Mais globalement, voilà, ça rajoute des informations que Google est capable de lire. Ça prend 2 minutes à mettre en place et ça permet voilà, potentiellement d'avoir un plus, ou s'il n'y a pas de plus, bah, ça fait rien, mais en tout cas, à mettre en place, c'est ultra rapide, en tout cas avec Yoast. Mais je crois que les autres extensions font la même chose. Idem pour les balises Open Graph. C'est plutôt des balises qui sont dédiées aux réseaux sociaux à la base, c'est très utilisé pour Discover. Du coup, moi je vous invite à les mettre. Un seul H1, donc je vous redis, le titre de l'article c'est le H1, il ne doit pas y avoir d'autres H1 sur la page et surtout pas le logo ou la baseline du site tout en haut là en H1. Et je vous le redis, si vous n'avez pas suivi les autres points dans la vidéo, les autres typologies de pages, essayez d'optimiser l'attribut alt de l'image. C'est le genre d'optimisation qui prend 2 minutes, mais qui est quand même intéressant à faire. H2 uniquement au niveau du contenu chaud. Alors ça, ça peut être un peu compliqué à gérer sous WordPress. L'idée, c'est de, par exemple, vous avez votre article et tout en bas, vous allez avoir lire la suite, enfin pas lire la suite, mais ces articles devraient vous intéresser, par exemple. Et vous avez une liste d'articles. Généralement, ces articles devraient vous intéresser, c'est en H2. Quand vous créez un widget, si vous remplissez le titre du widget, généralement, ça va être en H2. Donc on peut se retrouver avec plein de H2 sous l'article, au niveau des widgets de la sidebar, au niveau des widgets du footer, on peut se retrouver avec facilement avec une dizaine de H2 supplémentaires, en plus des H2 de l'article qui n'ont en vrai aucun intérêt à part visuel. C'est-à-dire que en termes de sémantique, en termes de vraiment de contenu pur, il n'y a aucun intérêt, de structuration du contenu, il n'y a pas d'intérêt. Mais souvent, les concepteurs de thèmes l'utilisent pour la partie visuelle, parce que ce qu'on met en H2, en H3, c'est plus gros, ça a une autre couleur, ça ressort différemment. Et par défaut, les widgets, les widgets de WordPress, ils sont comme ça. Donc, il va falloir faire le ménage par rapport à ça. Alors, typiquement, widget. Vous mettez WordPress Popular Post dans la sidebar. Donc, vous avez une petite case titre à remplir dans le widget. Si vous le remplissez, vous allez avoir un H2 avec ce que vous avez rempli. Donc, ce que je vous conseille, enfin, typiquement une petite astuce, c'est de ne pas remplir le titre dans le widget. Donc vous allez avoir, en fait, votre widget, il va afficher une succession d'articles, donc les articles les plus lus. Et ce que vous faites juste au-dessus, vous recréez un autre widget, vous intégrez un autre widget texte, enfin plutôt HTML simple, et vous allez écrire votre texte, le titre, entre guillemets, qui va correspondre au widget de WordPress Popular Post. Vous allez l'écrire dans un widget HTML simple avec, vous mettez en gras, vous mettez en un peu plus gros, et vous allez éventuellement vous intégrer des classes que vous pouvez récupérer dans WordPress Popular Post pour avoir exactement le visuel, mais sans avoir le H2. Voilà. Donc en fait, l'idée, je vous résume, c'est de ne pas remplir le champ titre dans le widget que vous voulez intégrer, et au-dessus de ce widget-là, vous intégrez un widget texte ou HTML, où vous allez renseigner votre titre, mais vous n'allez pas mettre de balise H2. Voilà. Et comme ça, vous allez réussir à dégager, en tout cas dans la sidebar, vous pouvez le dégager assez simplement, généralement en footer aussi, et après en bas, sur tout ce qui est maillage interne automatique, genre vous devriez aussi aimer ces articles, etc. Si vous ne pouvez pas directement
parce que le thème le permet pas. Via le back-office, via l'administration, vous pouvez le faire en modifiant le fichier. Et si vous ne pouvez pas, on va utiliser YARP et vous allez avoir la même chose, voire ce sera probablement plus pertinent. Image à la une, donc ce que je vous conseille, largeur 1200 pixels. Alors pourquoi je vous conseille ça? Parce que moi je fais du Discover. Donc tout ça, c'est un petit peu aussi orienté Discover, mais principalement SEO. Mais en tout cas, c'est une norme dans Google Discover, les 1200 pixels. Donc image, bien sûr, format paysage, 1200 pixels. Et bien sûr, il faut renseigner l'attribut alt et que l'attribut alt il soit présent dans le code source. Voilà, c'est quand même important. Alors ça ne va pas forcément vous servir sur le template article. Mais en tout cas sur tout ce qui est maillage interne, si vous avez un lien qui est sur l'image, par exemple dans les catégories, l'attribut alt il va apparaître et du coup ça va donner une indication. Voilà, ça va remplacer l'encre de lien classique pour le maillage interne. Je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez, ça arrive des fois, une image à la une qui vous permet de, quand vous cliquez dessus, vous passez directement sur l'image, ou ça vous l'ouvre dans un nouvel onglet, ou ça vous l'ouvre sous forme de pop-in, voilà, en plein écran, ou bien quand vous cliquez dessus, en fait, vous rechargez l'article, ça arrive sur certains thèmes. Tous ces liens-là, en fait, il faudrait les supprimer. Ils n'ont pas forcément d'utilité, ce ne sera pas forcément cliqué. Et en SEO, après, c'est voilà, à analyser au cas par cas, mais globalement, il n'y a pas d'utilité à garder un lien, en tout cas sur le template article, sur l'image à la une. Présence du fil d'Ariane optimisé. Optimisé, ça veut dire quoi? Éviter le accueil pour le lien qui pointe vers la page d'accueil, ce genre de choses-là. Plus microdonnées. Voilà. Moi, je suis assez fan des microdonnées, en tout cas celles qui sont activables facilement avec les extensions de type Yoast. C'est toujours des données en plus que les moteurs lisent, même si c'est plus affiché maintenant dans les SERP. Je pense que c'est dommage de se priver de ça. Présence du nom de l'auteur plus un lien vers la page auteur. Donc ACO, on met le nom de l'auteur et si possible, on fait un lien vers la page auteur. Donc la page auteur, c'est quelque chose que je conseillais de désactiver pendant longtemps. J'ai conseillé de la désactiver. Maintenant, avec les histoires et les problématiques de AT, plus voilà, tout ce qui est lié à Discover et Google Actualité, bien sûr, je les active, je les laisse activer par défaut. Donc les taxonomies auteur, elles sont activées. Avant, elles étaient désactivées. Elles sont activées. Et il faut un lien vers l'auteur depuis l'article qui a été écrit par cet auteur. Donc, je vous conseille assez haut dans l'article de mettre le nom de l'auteur plus le lien vers la page auteur. Donc ça, j'aurais pu le mettre entre parenthèses parce qu'on va le rajouter aussi en bas. Après, ça mange pas de pain de l'avoir aussi en haut. Là, typiquement, si vous vous calquez sur les gros médias, ils font tous ça. Présence de la date de publication. Ça, c'est intéressant d'avoir la date de publication. Si vous avez la date de modification, pourquoi pas. Après, ça peut poser quelques problématiques, mais date de publication, c'est important de l'avoir. C'est un grand classique. En tout cas, moi, je la mets. C'est plus avec une approche pour Google Discover. Et surtout sans lien interne. Donc, on ne fait pas de lien. Quand on ne doit pas pouvoir cliquer sur la date et ça ne doit pas pointer vers la taxonomie date qui va regrouper tous les articles qui ont été publiés ce mois-ci. Voilà. Donc cette taxonomie-là, elle doit être désactivée et on ne doit pas pouvoir cliquer sur la date. Voilà, tout simplement. Moi, sur tous mes sites, je mets un sommaire, donc avec des encres HTML. J'utilise Easy Table of Content. Donc ça permet de rajouter un sommaire qui permet de naviguer directement dans l'article. En fait, quand on clique, ça descend directement jusqu'au sous-titre qui est concerné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des encres HTML, qui ne sont pas du tout des encres en SEO. C'est deux notions qui sont totalement différentes. C'est intéressant aussi par rapport au SEO. Vous regardez dans Google Search Console. Vous allez sur votre propriété. Vous classez par page et au niveau des pages, vous filtrez
avec un dièse. Toutes les pages, enfin toutes les URL qui sont sorties avec un dièse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google vous a fait ranker sur une partie de votre page. C'est-à-dire que vous êtes ressorti dans les résultats de recherche. Quand l'internaute a cliqué, il n'a pas été en haut de l'article, il a été directement sur un H2 ou sur un H3. Donc une partie bien précise de la page. C'est ces encres-là, en tout cas c'est ce sommaire, ce principe de sommaire qui permet d'avoir ce genre de comportement-là. Donc ça peut être aussi intéressant en SEO. Articles relatifs in text. Donc ça, ce sont des articles. Alors c'est pas article, c'est lien relatif in text, j'ai fait une faute. Donc c'est des liens qui vont se rajouter dans le contenu. Voilà, ils vont se rajouter à certains endroits. Donc j'utilise l'extension inline related posts qui va vous permettre de dire voilà, je veux tous les 100 mots ou tous les 200 mots que tu me rajoutes un lien interne qui sera pertinent en fonction de tel et tel critère. Voilà, vous pourrez choisir différents critères. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est du maillage interne automatique, mais qui va être quand même à l'intérieur du contenu. Typiquement, même sur les grands médias, on le retrouve. Voilà, à lire aussi, vous devriez aimer, voilà, directement à l'intérieur de l'article avec juste un lien interne vers un autre article. Donc tout ce qui est maillage interne, je l'ai dit dans les slides précédents, mais je vous le redis, essayez de faire le plus pertinent possible. Moi, une des recos auprès de mes rédacteurs, c'est lien interne vers un article de la même catégorie, quand on fait des liens internes à la main. J'essaye de faire plus ou moins la même chose avec le maillage interne automatique pour garder ces histoires de siloing. Après, en vrai, le plus important, c'est la pertinence. Voilà. Mais logiquement, alors la problématique, c'est que ce soit des extensions ou des humains, à partir du moment où vous ne cadrez pas, ils n'ont pas forcément la même vision que vous, et la notion de pertinence, elle peut être différente d'une personne à l'autre. Donc l'idée, en fait, ça va être de dire, je cadre un minimum, voilà, pour éviter telle et telle problématique. Voilà. Donc moi, généralement, je cadre au moins par catégorie. Comme j'ai des catégories qui ne sont pas ultra généralistes, qui sont quand même assez précises sur la plupart de mes sites, généralement, entre la catégorie et puis le titre, par exemple, on peut avoir une pertinence qui est quand même intéressante. En fait, l'idée du maillage interne, c'est de se dire, est-ce qu'un internaute cliquerait ? Voilà, tout simplement. Au-delà de l'approche SEO et moteur, est-ce que c'est assez pertinent pour qu'un internaute clique ? Voilà. Ensuite, le point suivant, en haut à droite, si existant, donc il y a plein de thèmes en fait qui vont afficher par défaut en bas, Next et Previous. Donc ça va être l'article qui a été publié précédemment et l'article qui a été publié après l'article qu'on est en train de lire. Généralement, il n'y a aucune logique parce que c'est uniquement une logique de date. Donc ils ne respectent pas les catégories. Bref, pour moi, c'est à supprimer parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de logique SEO. Donc ça, c'est à supprimer. Il y a d'autres choses à faire à la place. Et bien sûr, voilà, je vous ai mis maillage interne vers des liens internes en double. Les liens internes en double, voilà, on essaye de faire la chasse au maximum pour maximiser la transmission de jus et la transmission de jus avec des encres relativement optimisées pour passer vraiment un message clair au moteur. Et bien sûr pour donner envie de lire aussi aux internautes. Alors l'author box, avec nom de l'auteur, plus image, plus bio, plus lien vers la page auteur. Donc là, pour le coup, il y aura peut-être un doublon avec ce qui se fait en haut. Mais après, ça, c'est une des recos voilà, pour Google Discover que plusieurs personnes m'ont donné. Donc, avoir un lien en double comme ça, juste 1 ou 2 ou 3 sur la page, c'est pas méchant. Réseaux sociaux si disponibles. Alors là, on est vraiment dans le AT. Après, voilà, est-ce que c'est vraiment utile pour le SEO? Alors peut-être sur des thématiques un peu touchy, mais sinon les réseaux sociaux, ça va quand même diluer un petit peu le jus. Donc pas forcément à faire. En tout cas, si vous voulez le faire, vous pouvez. Moi j'utilise Simple Author Box
voilà, qui est une extension gratuite et qui permet d'avoir ça. Mais alors attention quand même, avec les auteurs, je vous le rappelle, c'est pas on est un peu hors sujet par rapport à la vidéo, mais normalement, vous ne devez pas avoir des faux auteurs, hein. Donc faites attention avec les fausses identités. Ensuite, les articles relatifs qui sont affichés juste après l'article, juste après la fin de l'article. Donc, souvent, les thèmes le proposent. Alors, est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce que c'est bien optimisé ou pas? Est-ce qu'il y a un bouton lire la suite, etc. etc. Si ça ne l'est pas, vous le désactivez. La plupart du temps, on peut le désactiver. Et moi, j'utilise très très souvent YARP, donc qui est une extension WordPress qui va permettre d'afficher une liste à puces ou bien des petites images avec des liens internes sur des articles qui sont relativement pertinents. En fait, c'est l'avantage de YARP, c'est la pertinence. C'est pas forcément ultra joli, mais là pour le coup, on va plus chercher une approche moteur de pertinence. Alors YARP, c'est pareil, c'est comme inline dans la tête post. Vous pouvez lui indiquer plusieurs critères pour qu'il détermine la pertinence. Il y a le titre, il y a la catégorie, il y a le contenu, il y a l'étiquette. C'est, je crois, les principaux par rapport à la version, en tout cas, gratuite. Et ensuite, vous avez un seuil de similarité. YARP, on va en parler 2 minutes, parce que c'est pas si simple à paramétrer que ça. En tout cas, il faut faire des tests et des essais. Si vous avez un site qui est très généraliste, ou en tout cas des rubriques qui sont très généralistes, par exemple, vous allez avoir une rubrique automobile où vous allez parler de contrôle technique, vous allez parler de vidange, vous allez parler de voitures électriques, ce genre de choses-là. Enfin, on parle d'automobile, mais d'une manière très générale, et finalement, si on avait été un site un peu plus thématique, cette catégorie-là, on l'aurait splitté en 2-3 catégories, parce qu'en vrai, c'est des sujets qui sont un petit peu différents, mais voilà, si vous avez une catégorie qui est très généraliste, il va potentiellement pas être ultra pertinent. Il va falloir augmenter le seuil de similarité. En fait, plus le seuil de similarité est élevé, plus il va être restrictif. C'est-à-dire qu'il va vraiment focuser sur la pertinence. Donc, moi, ce que je fais généralement, en tout cas quand c'est du SEO, je lui demande de traiter les critères titre, catégorie et tag. Donc tag, c'est existant. Je teste avec un seuil de similarité de 1, par exemple. J'active l'extension, je teste et je vais ouvrir plein d'articles de différentes catégories. Et je vais voir si j'estime que, moi, si je l'avais fait à la main, j'aurais fait ça. Si c'est pas assez pertinent, je vais augmenter le seuil de similarité. Sur certains sites, je suis monté jusqu'à 5 ou 6. C'est-à-dire que sur certains articles, il va m'afficher peut-être que 1 ou 2 articles en maillage interne, parce qu'il n'a pas trouvé plus pertinent. Sur d'autres, il va en afficher plus, peut-être 5, 6 ou 7, mais ça va être pertinent. Voilà. Après, ça marche bien sur des sites SEO. Si vous commencez à avoir des sites Discover avec des titres qui sont ultra flous, ultra vague, ça va pas marcher. Pour le coup, il va falloir mettre un seuil de similarité qui soit très élevé, 5, 6, voire plus. Il va pas falloir prendre en compte le titre, mais peut-être plus le contenu de l'article. Voilà. Tout ça pour dire que YARP, il est très très bien, mais il faut faire quand même pas mal de tests, parce que ça va dépendre de est-ce que vous avez beaucoup d'articles ou pas. Est-ce que vos catégories, elles sont très généralistes ou elles sont très ciblées? Est-ce que c'est un site de niche ou pas? En fait, tout ça, ça va influencer et ça va faire que le seuil de similarité va être plus ou moins élevé. Ensuite, sidebar, j'aime bien mettre des articles du même tag. Alors, les tags, je fais ça avec, j'en crée avec parcimonie, mais typiquement, quand j'ai plein d'articles qui parlent du même sujet, par exemple j'ai une catégorie automobile et je vais avoir plein d'articles qui vont parler de Tesla, je vais peut-être créer un tag Tesla. Et pour le coup, l'avantage de ça, c'est que je vais avoir une page supplémentaire qui va regrouper toutes les actus, les actus ou les sujets sur Tesla, mais toutes ces extensions de maillage interne automatique, si elles prennent en compte les tags, elles vont gagner en pertinence. Parce que du coup,
elles vont se baser sur le titre, par exemple sur la catégorie et sur le tag. Donc là, on va vite avoir, que ce soit Inline Related Post ou YARP, on va vite avoir des suggestions d'articles qui parlent de Tesla à partir du moment où on a attribué un tag. Voilà, ça permet d'augmenter le niveau de pertinence. Donc moi, je vous conseille de faire ça, en tout cas si vous voulez faire comme moi, mais ne créez pas des tags si vous avez genre 2 articles qui sont dedans. Moi, je commence à créer des tags quand j'en ai au moins une dizaine ou une quinzaine. Voilà. Alors ça, c'est avec une approche SEO, hein. C'est pas forcément avec une approche Discover ou Google Actualité. Voilà, donc article du même tag, donc ça c'est intéressant parce que là pour le coup ça va afficher obligatoirement des articles qui sont ultra pertinents. Alors la problématique, c'est ce que je vous ai dit précédemment, c'est que peut-être que YARP et peut-être que Inline Related Post, il va aussi afficher ce genre d'article là, donc on va avoir des doublons, mais pas que, parce que dans tous les cas, toutes les extensions vont pas afficher exactement les mêmes liens. En tout cas, faire des liens vers les mêmes URL. En tout cas, ça, c'est intéressant. Donc, l'extension s'appelle biais relatif par taxinomie. Et grosso modo, vous la paramétrez une seule fois. Vous faites un seul widget. Vous filtrez par tag. Et s'il y a un tag qui est attribué à l'article, eh ben, ce widget-là va s'afficher. Sinon, il ne se passera rien. Articles les plus lus de la catégorie. Donc ça, on en a parlé précédemment. Donc, WordPress Popular Post. Donc, on n'oublie pas de désactiver l'affichage en Ajax, sinon les liens ils seront pas cliquables en ayant désactivé JavaScript. Et on va utiliser widget option voilà, pour dire ce widget WordPress Popular Post qui va afficher les articles les plus populaires de ma catégorie 1, tu vas l'afficher uniquement sur la catégorie 1. L'autre widget WordPress Popular Post qui va afficher les articles les plus populaires de la catégorie 2, tu vas l'afficher uniquement sur la catégorie 2. Voilà. Widget option, il va permettre de rajouter tu l'affiches uniquement ici ou tu ne l'affiches pas ici. Voilà. Et c'est ce widget-là que vous allez pouvoir utiliser aussi en footer, même en sidebar pour d'autres choses, et qui va vous permettre de dire, bah voilà, les mentions légales, la page contact, etc. Je l'affiche uniquement sur la page d'accueil et sur les articles, ou uniquement sur la page d'accueil, ou jamais sur la page d'accueil, mais vous allez pouvoir filtrer et ajuster les endroits où s'affichent les widgets par défaut. Derniers articles de la catégorie. Donc ça, on va afficher les derniers articles de la catégorie. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. En fait, quand vous êtes sur un article, vous allez pousser des articles pertinents, vous allez pousser les articles les plus populaires de la catégorie, les derniers articles de la catégorie et éventuellement les articles du même tag, donc qui ont de fortes chances d'être dans la même catégorie. Voilà. L'idée, c'est d'avoir vraiment une notion de pertinence. Alors, combien on affiche à chaque fois ? Les derniers articles de la catégorie, j'en affiche pas beaucoup, j'en affiche 3 ou 5. Les articles les plus lus, ça dépend, en fait, entre 5 et 10. Les articles du même tag, généralement, j'en affiche à peu près 5. Et après, au niveau d'YARP et de articles de Inline Related Post, généralement, j'en affiche 2 ou 3. En fonction de la longueur d'article, puisque je vais les mettre tous les 200 mots, par exemple. Et YARP, c'est entre 5 et 10. Voilà. Il ne faut pas avoir non plus 500 liens par page, parce que le jus est vraiment très dilué. Mais d'un autre côté, le fait de faire ça, ça va permettre de rediriger le jus sur tous les articles du site. En fait, il n'y aura pas d'articles qui seront, théoriquement, ou il y en aura très peu qui seront vraiment orphelins, parce que sur chaque article, on affiche plein d'autres articles qui sont pertinents. Et du coup, entre ça et l'affichage assez important au niveau des catégories des auteurs et de la page d'accueil, on arrive à diminuer drastiquement des articles avec des profondeurs de clic très élevées ou qui ne reçoivent vraiment que très peu de maillage interne. Petite parenthèse, si vous faites du content pruning, c'est-à-dire si vous regardez, je sais pas, tous les 6 mois, tous les articles qui n'ont pas ranké depuis 1 an et vous les supprimez, alors il y en a qui les mettent à jour, mais si vous les supprimez, ça se fait beaucoup quand on fait de l'actu ou du Discover, hein. Enfin, ça se fait beaucoup, ça se fait en tout cas. Il faudra, sur certaines extensions, vider le cache. Parce qu'en fait, les extensions, elles vont, quand vous publiez l'article, elles vont dire, bah voilà, les articles relatifs, c'est ça. Et certaines extensions, en fait, ça va plus bouger.
ça va toujours rester ces articles-là. Donc si vous videz pas le cache des extensions, de certaines extensions, vous allez avoir du maillage interne automatisé là, via ces extensions qui va pointer sur des articles qui n'existent plus, si vous les avez supprimés et que vous ne les avez pas redirigés. Présence de liens vers la page contact, donc ça c'est le grand classique. Grosso modo, c'est comme ce qui s'affiche sur la page d'accueil, donc les pages légales, les pages de réassurance, les pages un peu classiques que l'on doit avoir normalement sur son site. Je les affiche sur les articles. Alors moi c'est plus après pour voilà, une approche Discover et Google Actu, un peu comme toute la partie auteur. Si vous faites du SEO pur, c'est pas obligatoire. Mais après, si vous commencez à faire beaucoup de trafic, peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver sur des articles qui vont avoir envie de voir qui est derrière, etc. Donc ça peut être des liens qui sont un petit peu cliqués. Moi, je les affiche sur les articles, je les affiche sur la page d'accueil. Et généralement, enfin si je peux, si c'est simple à faire sur le thème, j'affiche pas sur les taxonomies. Mais je vous conseille quand même de les afficher. C'est des liens supplémentaires. Donc c'est du jus qui est un petit peu plus dilué encore. Après, si vous avez déjà, vous allez rapidement arriver à au moins une cinquantaine de liens internes par page. Entre le menu, le maillage interne in-text que vous faites manuellement, plus tout le maillage interne automatique. Donc on n'est plus à 4-5 liens près. Et il faut se rappeler aussi que théoriquement, en tout cas c'est un consensus, de se dire que les liens qui sont en bas de page, ils sont un peu dévalorisés. Ils transmettent moins de jus, etc. etc. Donc ils ont moins d'importance par rapport aux liens qui sont en haut du contenu. Donc ça, voilà, dans le footer. Et aussi les articles à pousser. Donc toujours pareil, les 5, 6 ou 7 articles que je veux absolument pousser, enfin articles ou pages, qui sont importantes en SEO pour moi, je vais les pousser dans le footer ou bien dans la sidebar. Mais en tout cas, ils y seront. Alors, possibilité de doublon avec WordPress Popular Post avec peut-être d'autres extensions. Mais comme je vous ai dit précédemment, on ne peut pas, comme il y a plusieurs extensions et plusieurs approches pour faire du maillage interne qui sont totalement dissociées. Il n'y a rien qui les relie. On va forcément en avoir quelques-uns. Le but, c'est de ne pas en avoir beaucoup trop. Tout ça, bien sûr, il faut que ce soit rapide. Les articles, moi, c'est vraiment le template que je travaille en premier et que je travaille le plus. Il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit bien fait. Il y a une notion aussi que je n'ai pas évoquée. Voilà, donc si vous êtes resté jusqu'à là, c'est bien, parce que ça, c'est un truc important dont on ne parle pas assez. J'ai déjà eu des problématiques par rapport à ça, et je n'avais pas vu sur un site récent en version mobile d'ailleurs. Quand vous arrivez sur un article, en fait, donc il y a la ligne de flottaison qui est en bas, c'est le bas de votre écran. Il ne faut pas, en fait, quand on arrive sur un article, que le logo prenne la moitié de la page, qu'on voit juste le titre et puis une partie de l'image à la une, et qu'on ne voit même pas le début de l'introduction au-dessus de la ligne de flottaison. Ça peut être une vraie problématique au niveau UX et qui peut avoir des répercussions sur le SEO. Et typiquement, moi j'ai eu sur un site de e-commerce, et quand on a corrigé, on a gagné pas mal de positions. Alors, est-ce que c'est l'UX que détecte Google, ou est-ce que c'est du coup le comportement utilisateur qui a changé ? Je ne sais pas, on l'a pas vérifié, mais en tout cas, après ces modifications-là, on a eu quand même des bons résultats. Donc, quelque chose qui est important, c'est que normalement, quand vous arrivez en mobile ou en desktop, alors en desktop, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a un peu plus de place, mais en tout cas en mobile, il faut au moins voir le début de l'introduction de l'article. Voilà. C'est-à-dire que si vous voyez juste le logo qui est énorme, le titre et l'image à la une qui est énorme, et on la voit même pas en entier, donc ça pousse l'introduction encore plus bas, il faut vraiment scroller, c'est pas bon. Ça, c'est quelque chose qu'il faut
qu'il faut corriger. Et donc, idem sur desktop et idem sur tablette. Mais dans tous les cas, la vitesse, elle doit être quand même élevée. Donc moi, je vous ai dit en début de vidéo au moins 85. Enfin, je vous ai dit avoir tout dans le vert, que ce soit en desktop ou en mobile. Plus ou moins égal à 85, c'est pas mal. Je crois qu'on peut être dans le vert en dessous de 85. Mais d'une manière générale, voilà, il faut que ce soit rapide. Et ce que je vous conseille, c'est de faire des aperçus dans Search Console. Vous allez avoir une sorte de screenshot de ce que voit Google en version mobile. C'est intéressant par rapport à la ligne de flottaison. Voilà. Donc, on a fini la vidéo. S'il y a des survivants, parce que ça fait plus d'une heure, là, bah, écoutez, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. La vidéo peut paraître longue, mais c'est typiquement ce que je radote. Et vraiment, ce que je radote en coaching la plupart du temps. Et généralement, quand toutes ces modifications sont faites, ça aide grandement le SEO. Surtout, voilà, si le thème de base était vraiment pas optimisé, quand on met en place tout ça, il y a vraiment souvent un avant et un après au niveau du ranking. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous de la vidéo. Bien sûr, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la cloche, etc., etc. Et puis, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, même si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo.